Elle était au bord de la piscine. Enceinte de 9 mois. Entourée de femmes qui riaient, de ballons, de musique douce. C'était son baby shower. Le jour le plus heureux de sa vie. Et derrière elle, la maîtresse de son mari s'approchait en silence. Personne n'a eu le temps de crier. 2 mains dans le dos. Et Lamia est tombée dans l'eau avec son bébé à l'intérieur. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est comment cette journée censée célébrer la vie a failli tout détruire. Et comment une femme s'est relevée de là où personne ne l'aurait relevée. Avant qu'on commence, si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans cet espace. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. Je suis toujours touchée de voir d'où vient cette communauté. Si cette histoire vous remue quelque chose, si elle vous parle, laissez un pouce en l'air, ça m'aide vraiment à continuer à vous proposer des histoires fortes et humaines comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, pour ne jamais rater une histoire comme celle que vous vous apprêtez à lire. Allez, on rentre dans le vif. Lamia Okafor était le genre de femme qu'on remarque non pas parce qu'elle cherche à se faire remarquer, mais parce qu'elle dégage quelque chose de solide. Une présence. Une constance. Elle avait grandi dans le quartier de Surulré, dans une maison modeste où les murs étaient minces mais où les liens familiaux étaient épais comme du béton. Sa mère cousait des robes pour les femmes du voisinage, son père conduisait son taxi du matin au soir 6 jours sur 7, et tous les deux avaient décidé très tôt que leurs enfants auraient une vie différente de la leur. Pas forcément meilleure dans le sens matériel, mais plus large. Plus ouverte. Avec des diplômes sur les murs et des options dans les poches. Lamia avait répondu à ce rêve avec une discipline qui forçait le respect. À l'école, elle était celle qui restait après la classe pour poser des questions. À l'université, elle était celle qui travaillait à la bibliothèque pendant que les autres faisaient la fête. Elle n'était pas ennuyeuse pour autant. Elle savait rire, elle savait danser, elle savait être présente dans une pièce. Mais elle avait cette capacité rare de ne jamais perdre de vue ce pourquoi elle se battait. Elle avait obtenu son diplôme de gestion avec une mention qui avait rendu sa mère en larmes de fierté. Et elle avait décroché dans les mois suivants un poste dans une entreprise de logistique qu'il avait rapidement repéré pour son sérieux. C'est dans ce bureau, entre des tableurs et des réunions de planification, qu'elle avait croisé Junior Adeyemi pour la première fois. Junior était le genre d'homme dont on dit qu'il remplit une pièce. Grand, bien habillé, avec un sourire qui arrivait avant lui et qui restait longtemps après qu'il soit parti. Il avait grandi dans une famille de la classe moyenne supérieure, avec un père commerçant et une mère enseignante qui lui avaient transmis une certaine aisance sociale sans pour autant lui apprendre à en gérer les excès. Junior savait parler à tout le monde. Il savait écouter, poser les bonnes questions, se souvenir des détails que les gens partagent et qu'ils pensent oublier. C'était son talent principal, faire en sorte que les gens se sentent vus et importants en sa présence. Et Lamia, qui avait passé beaucoup de temps à être la fille sérieuse dans l'ombre, avait été touchée par cette attention comme on est touché par un rayon de soleil inattendu. Leur relation avait commencé par des conversations dans les couloirs, des déjeuners partagés à la cafétéria de l'entreprise, puis des sorties le samedi dans les quartiers qu'ils aimaient tous les deux. Junior était patient. Il ne la brusquait pas. Il lui donnait de l'espace pour apprivoiser les choses à son rythme. Et c'est précisément cette patience qui avait achevé de convaincre Lamia qu'il était différent. Elle avait connu des hommes pressés, des hommes qui voulaient tout de suite, des hommes qui confondaient le désir et l'amour. Junior, lui, prenait son temps. Et dans l'esprit de Lamia, prendre son temps voulait dire qu'il savait ce qu'il voulait vraiment. 2 ans après leur première conversation, Lamia Okafor était devenue Lamia Adeyemi lors d'une cérémonie chaleureuse réunissant les deux familles. La belle-mère de Lamia avait pleuré de joie. La mère de Junior avait dit que sa bru était une perle. Le père de Lamia avait serré la main de Junior avec une gravité qui signifiait clairement que cette main qu'il lui tendait était un trésor, pas un accessoire. La première année de mariage avait été belle. Ils avaient emménagé dans un appartement à Ikeja, moderne et lumineux, et ils construisaient leur vie ensemble avec ce mélange d'enthousiasme et de pragmatisme que partagent les couples qui se prennent au sérieux. Junior avait quitté l'entreprise pour lancer son propre négoce dans le transport de marchandises. Lamia continuait à travailler tout en gérant la maison avec la même efficacité tranquille qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Ils parlaient de l'avenir souvent, de la grande maison qu'ils voulaient, des enfants qu'ils espéraient avoir, du voyage en Europe un jour, peut-être. Mais dès la 2e année, quelque chose avait changé dans l'atmosphère entre eux. Pas de façon brutale. Pas avec une scène ou une révélation. Juste ce glissement progressif, presque imperceptible, qui ressemble au début à de la fatigue ou au stress du travail et qui, quand on le regarde en arrière, ressemble à toute autre chose. Junior rentrait plus tard.
Il était plus distant à table. Son téléphone ne quittait plus ses mains et il le retournait face contre la table chaque fois qu'une notification sonnait, comme si ce geste était devenu un réflexe automatique qu'il ne contrôlait même plus. Il partait parfois le week-end pour des réunions d'affaires qui ne semblaient pas correspondre à des clients que Lamia avait déjà entendu mentionner. Il y avait ce flou dans ses explications, pas des mensonges grossiers, mais une imprécision nouvelle qui ne lui ressemblait pas. Lamia avait remarqué tout cela. Elle n'était pas aveugle et elle n'avait jamais prétendu l'être. Mais elle avait fait quelque chose que beaucoup de femmes dans sa situation font, elle avait choisi d'attendre. D'observer. De ne pas déclencher une guerre à partir de soupçons. Elle avait dit à son esprit de se calmer, que le stress des affaires pèse sur les hommes, que les phases difficiles dans un couple ça existe et ça passe, que faire confiance c'est aussi ça, tenir bon quand ça grince. Ce soir-là, le ticket de restaurant qu'elle avait trouvé dans la poche de la veste de Junior, elle aurait pu le remettre en place sans s'y attarder. Mais quelque chose l'avait retenue. Un ticket pour 2 personnes dans un restaurant qu'elle ne connaissait pas, daté d'un vendredi soir où Junior lui avait dit être à Abuja pour affaires. Elle était restée debout dans le couloir pendant plusieurs minutes, le ticket dans la main, à sentir son cœur faire des choses inconfortables dans sa poitrine. Puis elle avait remis la veste en place, était allée dans la salle de bain, et avait regardé son propre reflet un long moment sans se voir vraiment. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Et dans le silence de leur chambre, en écoutant Junior respirer régulièrement à côté d'elle comme si rien dans le monde n'était de travers, quelque chose s'était fissuré en elle. Pas encore cassé. Fissuré. Comme le premier signe d'une fracture qu'on ne peut plus ignorer mais qu'on espère encore voir se refermer d'elle-même. Elle avait continué à observer les semaines suivantes. Elle avait vu les incohérences s'accumuler. Elle avait remarqué un prénom, Sandy, qui apparaissait sur l'écran du téléphone à des heures inhabituelles. Elle avait entendu ce prénom une fois, prononcé à voix basse dans le couloir, dans une conversation téléphonique que Junior avait coupée dès qu'elle avait approché. Elle savait. Son corps savait avant même que son esprit accepte de formuler la chose clairement. Quand elle avait finalement posé la question à Junior, un soir en voiture en rentrant d'un dîner de famille, il avait nié avec une aisance qui lui avait fait plus mal que l'aveu n'aurait pu le faire. Pas parce que c'était convaincant, mais parce que c'était facile pour lui. Quelques semaines plus tard, Lamia avait découvert qu'elle était enceinte. La grossesse avait changé quelque chose dans la dynamique du foyer. Junior s'était ressaisi visiblement. Il rentrait à des heures normales. Il accompagnait Lamia à ses consultations. Il posait des questions sur le développement du bébé avec une curiosité qui semblait sincère. La belle-mère de Junior venait plus souvent. Les 2 familles étaient heureuses, impatientes, pleines d'amour anticipé pour cet enfant qui allait bientôt arriver. Et Lamia, épuisée par la grossesse, par le travail, par les mois de surveillance silencieuse, avait choisi de laisser cet espoir l'emporter pour un temps. Peut-être que le bébé changerait les choses. Peut-être que Junior avait compris quelque chose. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sandy, de son côté, avait très mal vécu ce retour de Junior dans le rôle du mari attentionné. Sandy Nwosu était une femme qui n'avait pas l'habitude d'être mise de côté. Elle travaillait dans l'événementiel à Lagos, organisait des soirées pour une clientèle aisée, et elle avait ce profil de femme qui inspire à la fois l'admiration et une légère méfiance, trop belle, trop sûre d'elle, trop habituée à obtenir ce qu'elle voulait. Elle avait grandi dans un foyer instable, avec un père souvent absent et une mère qui travaillait trop pour remarquer les failles que cette absence creusait dans l'enfant qu'elle était. Sandy avait très tôt appris à se construire une armure. Elle avait appris à être désirée parce que c'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour ne pas se sentir invisible. Elle aimait les hommes puissants, les hommes qui réussissent, pas par calcul froid mais parce qu'elle avait associé dès l'enfance la puissance à la sécurité. Et quand elle trouvait un homme qui lui donnait l'impression d'être vu vraiment, elle s'accrochait avec une intensité qui pouvait facilement franchir la limite du raisonnable. Elle avait rencontré Junior lors de l'organisation d'un événement professionnel et quelque chose avait pris entre eux ce soir-là avec la rapidité des choses qui ne sont pas censées durer mais qui s'installent quand même. Junior lui avait parlé pendant 2 heures, il avait été présent, attentif, séduisant, et Sandy avait senti pour la première fois depuis longtemps qu'elle était dans la pièce principale et pas dans la coulisse. Elle savait qu'il était marié. Elle n'avait pas prétendu l'ignorer. Mais elle s'était dit ce que beaucoup de personnes dans sa situation se disent pour continuer à avancer, que les mariages qui durent sont ceux qui sont solides, et que si Junior était là avec elle, c'est que le sien ne l'était pas. Sandy avait accepté au début la réalité de la situation avec une rationalité de façade. Junior était marié, d'accord. Ce n'était pas idéal, mais ce n'était pas rédhibitoire pour elle. Elle se disait que ces choses-là évoluent, que les hommes finissent par choisir.
Elle s'était convaincue qu'elle était ce choix. Que la vie avec Lamia était pour Junior une obligation, une habitude, un confort, et qu'elle était son désir véritable. Que Lamia représentait le passé et qu'elle, Sandy, représentait l'avenir. Cette conviction l'avait maintenue dans cette relation clandestine pendant des mois sans trop se remettre en question. Mais quand la grossesse de Lamia était devenue visible et que Junior avait commencé à se distancer progressivement, quelque chose s'était durci en Sandy. Elle avait essayé de le rappeler à elle avec des messages de plus en plus fréquents. Il répondait moins. Il déclinait des rendez-vous. Il trouvait des excuses. Et Sandy, qui n'avait jamais vraiment appris à gérer le rejet avec grâce parce que personne ne lui avait appris à traverser la douleur d'une façon saine, avait commencé à nourrir une colère qui cherchait une cible. Elle n'avait pas de thérapeute. Elle n'avait pas d'amis assez proches à qui dire la vérité sur sa situation. Elle avait ses pensées, ses doutes, et une douleur qui grossissait sans trouver de sortie. Cette cible, c'était Lamia. Dans son esprit déréglé par la jalousie et par des mois de frustration accumulée, Sandy avait commencé à construire une image de Lamia comme obstacle, comme rivale, comme celle qui lui prenait quelque chose qui lui appartenait. C'était une logique tordue, bien sûr, parce que Junior ne lui avait jamais appartenu. Mais la jalousie ne raisonne pas. La jalousie qui tourne en obsession encore moins. Sandy avait commencé à chercher des informations sur Lamia, à se renseigner sur ses habitudes, à penser à elle avec une intensité malsaine qui aurait dû l'alerter sur son propre état. Mais il n'y avait personne dans sa vie pour lui tendre ce miroir. Et quand elle avait appris la date et le lieu du baby shower par une connaissance commune qui ne connaissait pas les détails de sa situation, elle avait décidé de s'y rendre. Peut-être pour voir. Peut-être pour exister dans cet espace. Peut-être que dans sa tête, elle n'avait pas encore formulé clairement ce qu'elle allait faire une fois là-bas. Mais quelque chose en elle avait déjà franchi une frontière. Lamia, pendant ce temps, portait sa grossesse avec cette grâce tranquille qui lui était propre. À 9 mois, elle était fatiguée bien sûr, son dos lui faisait des misères, ses pieds gonflaient le soir, mais elle était aussi portée par quelque chose d'immense et de doux que seules celles qui ont attendu un enfant comprennent vraiment. Elle avait préparé la chambre du bébé avec soin. Elle avait trié les vêtements que lui avaient envoyés les femmes de sa famille. Elle avait lu des livres sur la naissance et l'allaitement avec la même rigueur qu'elle avait mise dans ses études. Et elle avait Naomi. Naomi Ekezi était la meilleure amie de Lamia depuis l'université. Elles s'étaient rencontrées en première année lors d'un cours de comptabilité que toutes les deux trouvaient épuisant. Et elles avaient commencé à se retrouver à la cafétéria pour se plaindre ensemble des formules incompréhensibles du professeur. Très vite, ces retrouvailles étaient devenues les moments de la semaine que toutes les deux attendaient le plus. Naomi était tout en rire, en générosité, en présence explosive. Elle racontait les histoires comme personne, elle aimait les gens avec une intensité qu'elle ne modérait pas, et elle avait cette façon de regarder ses amis qui donnait l'impression qu'on était la personne la plus importante dans la pièce. Ce que Lamia n'avait jamais dit à Junior, ce qu'elle n'avait jamais jugé utile de préciser, c'est que Naomi était la fille de Chukwuemeka Ekezi. Chef Eke pour ceux qui le connaissaient. Un homme qui n'avait pas besoin qu'on élève la voix pour que les choses se fassent. Il avait bâti sa fortune dans le secteur pétrolier dans les années 90, avait investi dans l'immobilier, dans les médias, dans des domaines que les gens proches de lui préféraient ne pas nommer trop précisément. Il avait des connexions dans les sphères politiques, judiciaires et économiques de la ville qui lui donnaient un poids que peu de gens dans cette ville pouvaient se permettre d'ignorer. Chef Eke aimait sa fille par-dessus tout. Et Naomi le savait, sans en abuser dans sa vie quotidienne, parce qu'elle avait été élevée avec suffisamment de valeur pour ne pas réduire son père à son influence. Lamia avait toujours gardé cette amitié séparée de son monde conjugal. Ce n'était pas de la dissimulation malveillante. C'était plutôt une façon de protéger quelque chose qui lui appartenait vraiment, une amitié pure, sans calcul, sans arrière-pensée sociale. Junior savait que Lamia avait une amie proche prénommée Naomi. Il ne savait pas qui était son père. Et Lamia n'avait jamais eu de raison de lui expliquer davantage. Ce choix allait avoir des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Le jour du baby shower était arrivé avec une luminosité parfaite, comme si le ciel avait décidé de coopérer. La fête se tenait dans la villa familiale des Adeyemi à Lekki, une propriété entourée de végétation luxuriante avec un grand jardin qui descendait jusqu'à une piscine turquoise. La belle-mère de Lamia avait supervisé la décoration pendant 2 jours entiers. Il y avait des fleurs blanches partout, des nappes dorées, des bougies même en plein jour parce que ça faisait joli, une table de cadeaux qui débordait de paquets soigneusement emballés, et une odeur de cuisine qui venait de l'intérieur et qui vous donnait faim dès l'entrée du jardin. Lamia était arrivée dans une robe longue vert émeraude que Naomi lui avait offerte spécialement pour l'occasion.
La robe tombait parfaitement sur son ventre arrondi. Elle avait coiffé ses cheveux en un chignon décontracté et elle portait les boucles d'oreilles en or que sa mère lui avait données la semaine d'avant avec ces mots que les mères disent quand elles ne savent plus comment dire je t'aime autrement qu'avec des cadeaux. Elle était resplendissante. Plusieurs femmes présentes le lui avaient dit et elle avait souri avec une sincérité qui montrait qu'elle l'acceptait vraiment ce jour-là, parce que porter la vie en soi rend belle d'une façon que rien d'autre ne peut reproduire. Une cinquantaine de femmes étaient présentes. La famille des deux côtés, des collègues de Lamia, des amis d'université, des voisines de la belle-mère. La musique jouait doucement, les conversations fusaient, les petits gâteaux disparaissaient des plateaux aussi vite qu'on les apportait. Naomi était là, comme toujours, au centre de l'espace même sans le chercher, avec ses cadeaux somptueux et sa façon d'embrasser Lamia comme si elle ne l'avait pas vue depuis des mois alors qu'elle s'était parlé la veille au soir. C'est au moment où Naomi rejoignait le groupe près de la table des boissons que Sandy était entrée dans le jardin. Lamia l'avait vue en premier. Elle avait senti son sourire se figer l'espace d'une seconde, juste une seconde, avant de le remettre en place. Elle avait reconnu Sandy immédiatement, même si elle ne s'était jamais rencontrée formellement. Elle avait ce visage que Lamia avait vu dans les notifications sur le téléphone de Junior, dans les fragments d'une vérité qu'elle avait mise des mois à regarder en face. Sandy était là, dans son jardin, le jour de son baby shower, avec un sourire de façade et des yeux qui ne souriaient pas du tout. La belle-mère de Junior l'avait accueillie sans méfiance particulière. Sandy s'était présentée comme une connaissance professionnelle venue féliciter Lamia. Elle s'était fondue dans la foule avec cette facilité qui appartient aux gens habitués à entrer dans des espaces qui ne sont pas les leurs. Et Lamia, après une respiration longue et profonde, avait décidé de ne rien dire. Pas ce jour-là. Pas devant toutes ces femmes. Pas en portant son bébé à quelques jours de la naissance. Elle allait garder son calme, traverser cette fête, et régler la question de Sandy plus tard, dans un cadre qu'elle choisirait elle-même. Naomi avait perçu la tension. Elle ne savait pas encore qui était Sandy, mais elle avait cet instinct des personnes qui lisent les dynamiques sociales avec précision. Elle avait vu le visage de Lamia se modifier imperceptiblement en voyant entrer cette femme. Elle avait commencé à surveiller Sandy de loin, discrètement, tout en continuant à rire et à parler avec les autres invités. La fête avait continué. Les cadeaux avaient été ouverts dans des exclamations joyeuses. Quelqu'un avait proposé des jeux. La nourriture avait été servie et tout le monde s'était retrouvé autour des tables dans un brouhaha chaleureux. Sandy participait, souriait, semblait intégrée. Mais de temps en temps, Lamia sentait son regard sur elle. Un regard lourd. Un regard qui portait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir complètement, mais qui lui donnait envie de mettre de la distance entre elles. Vers 17 heures, la lumière du soleil avait pris cette teinte dorée qui annonce la fin de l'après-midi à Lagos. Plusieurs invités s'étaient regroupés près de la piscine dont l'eau turquoise brillait sous cette lumière. L'une d'elles appelait Lamia pour lui montrer un jouet flottant que quelqu'un avait mis dans l'eau, une petite chose gonflable en forme de canard que l'invité trouvait trop mignonne. Lamia s'était approchée du bord de la piscine en riant, son énorme ventre en avant, les mains sur les reins comme font les femmes en fin de grossesse quand elles cherchent leur équilibre. Elle était là, au bord, le carrelage légèrement humide sous ses pieds, penchée un tout petit peu en avant pour mieux voir le canard dans l'eau, quand elle avait senti deux mains dans son dos. Ce qui avait suivi n'avait duré qu'une seconde. Moins d'une seconde. Mais cette seconde a changé tout ce qui a suivi. Lamia était tombée dans la piscine. Son bras avait heurté le rebord avec un bruit qui avait coupé tous les sons du jardin, puis l'eau l'avait reçu avec tout son poids de grossesse. Le cri qui avait suivi n'était pas le sien. Elle était sous l'eau, désorientée, incapable de comprendre immédiatement ce qui venait de se passer. C'était le cri des femmes autour de la piscine, un cri collectif, le genre de son qu'on aimait face à quelque chose d'impensable. L'affolement avait été immédiat. 2 femmes avaient sauté dans la piscine. D'autres criaient. Quelqu'un avait couru chercher le téléphone pour appeler les secours. La belle-mère de Junior avait hurlé le prénom de son fils. Lamia avait été sortie de l'eau en quelques minutes, consciente mais en état de choc total, trempée, tremblante, son bras gauche douloureux d'une façon qui n'augurait rien de bon. Les contractions avaient commencé presque immédiatement, son corps réagissant au choc de la chute et à la terreur. Sandy n'avait pas fui dans les premières secondes. Elle était restée là, les mains qui tremblaient, le visage décomposé, regardant Lamia dans l'eau comme si elle voyait pour la première fois l'étendue de ce qu'elle venait de commettre. Quelque chose dans ses yeux ressemblait à de l'horreur vis-à-vis d'elle-même. Mais les témoins étaient trop nombreux et trop lucides pour que son état soit confondu avec de l'innocence. Naomi était celle qui avait repris ses esprits le plus vite.
Elle avait guidé les secours au téléphone avec une précision et un calme stupéfiant dans ces circonstances. Elle avait coordonné les femmes autour de la piscine pour aider à sortir Lamia. Et elle avait demandé, doucement mais fermement, à 2 femmes de s'assurer que Sandy ne quitte pas les lieux. Pas en criant. Pas en scène. Avec une autorité si naturelle que Sandy elle-même n'avait pas cherché à résister. Les ambulanciers étaient arrivés rapidement. Ils avaient pris en charge Lamia avec efficacité, évaluant l'état du bébé, immobilisant le bras blessé, la stabilisant avant le transport. Elle pleurait de façon silencieuse, des larmes qui coulaient sans que son visage exprime grand-chose, comme si son corps pleurait indépendamment d'elle pendant que son esprit essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. Junior avait été appelé en urgence. Il était arrivé à l'hôpital avec le visage d'un homme qui sait que quelque chose de fondamental vient de changer dans sa vie. Sa mère lui avait raconté ce qui s'était passé et quand elle avait mentionné le prénom de Sandy, il avait fermé les yeux une fraction de seconde. Un geste minuscule que personne n'aurait peut-être remarqué ailleurs. Mais sa mère l'avait vu. Et dans ce geste, elle avait compris des choses qu'elle allait mettre plusieurs jours à digérer. Lamia avait accouché cette nuit-là. Le travail avait été déclenché par le choc. Les médecins s'étaient montrés sérieux et concentrés, entourant Lamia avec toute la compétence disponible. Et malgré tout ce que cette journée avait eu d'horrifiant, malgré la chute, la peur, les contractions brutales et la fracture partielle du bras gauche, le bébé était né en bonne santé. Un garçon. Petit, solide, avec des poumons qui fonctionnaient parfaitement et un cri qui avait rempli la salle d'accouchement avec une vigueur qui avait fait sourire même les soignants épuisés. Lamia avait tenu son fils contre elle en pleurant de tout son corps. Des larmes de soulagement, de terreur passée, d'amour immédiat et absolu pour ce petit être qui avait traversé cette journée de folie sans rien savoir. Elle avait enfoncé son nez dans ses cheveux fins et respiré très fort, comme si elle voulait mémoriser cette odeur pour toujours. Junior était entré dans la chambre plus tard, après que les soignants eurent quitté la pièce. Il avait regardé son fils dans les bras de Lamia et quelque chose dans ses épaules s'était affaissé. Pas de façon théâtrale. Juste cet affaissement propre à quelqu'un qui comprend, dans son corps autant que dans sa tête, l'étendue de ce qui l'a mis en danger par sa lâcheté. Lamia n'avait pas parlé. Elle regardait son bébé. Junior était resté debout près du lit un moment, puis il était sorti sans un mot. De son côté, Naomi avait quitté la villa des Adeyemi après avoir remis Sandy aux autorités arrivées sur place. Plusieurs femmes avaient témoigné immédiatement. Une invitée avait filmé avec son téléphone par hasard les instants précédant la chute, et la vidéo montrait sans ambiguïté le geste de Sandy. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une glissade maladroite. C'était un acte délibéré sur une femme enceinte de 9 mois. Naomi avait ensuite passé un coup de téléphone à son père. Elle lui avait décrit la situation calmement, avec les faits, sans dramatiser, parce que les faits seuls étaient déjà suffisamment dramatiques. Chef Eke avait écouté sans l'interrompre. Il avait posé 3 questions précises. Puis il avait dit à sa fille de rester auprès de son ami et de ne pas s'inquiéter du reste. Les choses qui avaient suivi ce coup de téléphone n'avaient pas eu besoin d'être expliquées en détail à qui que ce soit pour être comprises. Les charges contre Sandy avaient été formalisées avec une rapidité inhabituellement efficace. Les preuves avaient été rassemblées et transmises de façon exemplaire. Les avocats que Sandy avait engagés pour construire une défense autour de l'accident avaient rapidement compris que le terrain se dérobait sous leurs pieds d'une façon qui dépassait leur compréhension initiale de la situation. Naomi avait eu avec Junior une conversation dont personne d'autre ne connaît le contenu exact. Mais les témoins indirects ont décrit un Junior qui en était sorti silencieux, vidé de quelque chose, avec ce regard d'un homme qui vient de comprendre dans quelles eaux il avait nagé sans le savoir. Naomi n'avait pas eu besoin de menacer. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle avait juste décrit, avec la précision tranquille de quelqu'un qui a toute sa vie l'habitude d'être prise au sérieux, ce qu'elle attendait pour son amie et pour l'enfant que Lamia venait de mettre au monde. Les semaines qui avaient suivi la naissance avaient été pour Lamia un temps à part. Elle était rentrée chez sa mère avec son fils, dans la maison de Surulré où elle avait grandi, avec ses murs fins et ses liens épais. Elle allaitait son bébé dans la chambre de son enfance, entourée des mêmes meubles qu'elle avait connus petite fille, la même fenêtre qui donnait sur la rue avec ses bruits familiers, la même odeur de bois et de savon. Il y avait quelque chose de rassurant dans ce retour aux origines, comme si la maison de son enfance avait gardé pour elle un espace sûr dans lequel reprendre son souffle avant de repartir. Sa mère lui apportait de la nourriture et du thé sans lui poser trop de questions. C'était peut-être le plus grand cadeau qu'elle pouvait lui faire dans ses premières semaines. Pas les questions du genre « comment tu vas vraiment ?» pas les analyses et les conseils,
juste la présence silencieuse et la nourriture chaude. Sa mère avait compris très tôt que Lamia avait besoin d'espace pour traiter les choses à sa façon. Et elle lui donnait cet espace avec une générosité qui méritait d'être nommée. Son père venait le soir s'asseoir près d'elle et regarder son petit-fils avec une expression de bonheur silencieux qui valait tous les discours. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui s'était passé. Il regardait son petit-fils dans les bras de sa fille et parfois il disait la vie continue et c'était suffisant. Lamia traversait des choses difficiles à nommer. Pas une dépression, même si les médecins la suivaient de près et qu'elle avait accepté de rencontrer une professionnelle de santé mentale 2 fois par semaine. Plutôt une reconstruction. Le processus long et douloureux qui consiste à regarder une vie qu'on a cru construire sur des fondations solides et à comprendre que certaines de ces fondations étaient de sable. Elle avait aimé Junior sincèrement. Elle avait cru à leur mariage sincèrement. Elle avait ignoré les signaux parce qu'elle avait voulu croire, parce que croire était plus doux que regarder la vérité en face. Et cette sincérité à elle, malgré tout, n'avait pas été trahie, ce qui voulait dire qu'elle pouvait au moins se regarder dans le miroir sans honte. Mais ça ne rendait pas la douleur moins réelle pour autant. Elle avait des journées difficiles. Des journées où tout le monde dormait et où elle restait éveillée dans le noir, son fils endormi sur sa poitrine, à repasser en boucle des moments, des conversations, des détails qu'elle avait choisi d'ignorer à l'époque. Le ticket de restaurant. Les messages sur le téléphone. Le prénom de Sandy prononcé dans le couloir. Elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose différemment, si elle aurait dû insister plus tôt, confronter plus fort, partir avant que les choses arrivent à ce point. Elle se demandait aussi si elle avait eu tort de mettre son amour pour Junior au-dessus de la vérité que son instinct lui criait depuis des mois. Puis elle se disait que se poser ces questions à l'infini n'avait aucun sens, parce que les choix de Junior étaient les choix de Junior, pas les conséquences de ses propres manques à elle. Il était responsable de ses actes. Elle était responsable des siens. Et elle n'avait rien à se reprocher que d'avoir aimé trop longtemps quelqu'un qui n'en avait pas pris soin. Elle avait aussi des journées lumineuses. Des journées où son fils lui souriait dans les bras avec ce premier sourire des bébés qui ressemble encore à un réflexe mais qu'on veut déjà croire intentionnel. Des journées où Naomi débarquait à l'improviste avec des sacs de courses, un rire qui remplissait toutes les pièces et l'énergie d'une femme qui refuse de laisser son ami descendre trop bas. Des journées où sa mère chantait dans la cuisine pendant que l'odeur de son plat préféré d'enfance se répandait dans toute la maison et lui rappelait que certaines choses dans la vie restent stables peu importe ce qui s'effondre autour d'elle. Des journées où elle comprenait que la vie n'était pas seulement ce qu'elle avait perdu mais aussi ce qu'elle portait encore, et que ce qu'elle portait était immense. La rééducation de son bras blessé avait pris plusieurs semaines. Elle allait 3 fois par semaine chez un kinésithérapeute qui avait la patience des gens habituellement confrontés à des corps qui résistent. Elle faisait ses exercices religieusement, comme elle faisait toujours les choses qu'elle avait décidé de faire. Et dans ces séances de rééducation, dans cet effort simple et physique de récupérer l'usage complet d'un membre, elle avait trouvé une métaphore que sa thérapeute lui avait ensuite aidé à développer. On répare un corps cassé en le travaillant progressivement, régulièrement, sans vouloir aller trop vite. On répare une vie de la même façon. Junior avait tenté des rapprochements. Des appels. Des messages. Des demandes de rendez-vous pour parler. Lamia l'avait vu une fois, puis une deuxième fois. Elle l'avait écouté s'expliquer, reconnaître, demander pardon. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié. Elle l'avait regardé comme quelqu'un qui fait le bilan d'une situation avant de prendre une décision importante. Et à la fin de la deuxième conversation, elle lui avait dit qu'elle allait réfléchir à ce qu'elle voulait pour sa vie et pour son fils, et que sa décision lui appartiendrait à elle seule. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle s'entendait parler avec cette clarté-là. Le procès de Sandy avait eu lieu plusieurs mois plus tard. Lamia n'y avait pas assisté. Elle avait transmis sa déposition écrite, coopéré avec les autorités depuis chez elle, mais avait choisi de ne pas être dans la salle ce jour-là. Naomi avait compris. Certaines des femmes présentes ce fameux après-midi l'avaient moins bien compris. Elles auraient voulu la voir là, face à Sandy, dans le face-à-face que les films nous ont appris à attendre de ces situations. Mais Lamia n'était pas un personnage de film. Elle était une femme réelle qui savait que sa présence ce jour-là lui aurait coûté de l'énergie dont elle avait besoin ailleurs. Sandy avait été reconnue coupable. La peine était conséquente. Et Lamia avait appris le verdict depuis son appartement, son fils dans les bras, et elle avait hoché la tête sans cérémonie. Le divorce avait été prononcé quelques mois plus tard. Il s'était passé sans violence, sans guerre d'usure, sans la férocité que ces procédures peuvent avoir quand les deux parties décident de se blesser autant que possible avant de se séparer. Junior avait accepté les conditions sans les contester.
Il avait reconnu ses responsabilités clairement, officiellement, devant les personnes qu'il fallait. Il avait demandé à être présent dans la vie de son fils. Lamia avait accepté, parce que la distinction entre Junior le mari infidèle et Junior le père potentiel était une distinction qu'elle avait travaillée en elle avec beaucoup d'efforts mais qu'elle avait réussi à tenir. Son fils n'avait pas à payer pour les fautes de son père. Lamia avait trouvé un nouvel appartement, dans un quartier qu'elle avait choisi seule, selon ses propres critères, sans avoir à négocier ses préférences avec qui que ce soit. Elle l'avait meublé à son goût, lentement, avec soin, comme on construit quelque chose pour durer. Elle avait repris le travail à mi-temps d'abord, puis progressivement à plein temps. Ses collègues l'avaient accueillie avec cette discrétion bienveillante propre aux gens bien élevés qui savent qu'on ne guérit pas sous les regards appuyés. Un soir, plusieurs mois après tous ces événements, elle était assise sur le balcon de son appartement. Son fils dormait dans sa chambre décorée avec amour, avec ses meubles choisis un à un, ses couleurs douces, son petit mobile qui tournait lentement au-dessus du lit. Le soleil descendait sur la ville et les lumières commençaient leur concert habituel, une à une, quartier par quartier, comme si la ville se rallumait en même temps que Lamia apprenait à se rallumer elle aussi. Elle tenait une tasse de thé dans ses mains, les jambes repliées sous elle, et elle regardait l'horizon avec cet état particulier qui n'est pas encore le bonheur complet mais qui n'est plus la douleur non plus. Un état intermédiaire, solide, une sorte de paix gagnée à la force du poignet, heure par heure, jour après jour. Elle pensait à tout ce qu'elle avait traversé. Aux tickets de restaurant dans une poche de veste. Aux nuits sans sommeil dans leur appartement d'Ikeja. À la piscine. Aux cris des femmes autour d'elle. À la façon dont l'eau l'avait reçue, froide et immédiate. À la salle d'accouchement et à la voix des soignants qui lui disaient de pousser. Au visage de son fils la première fois qu'elle l'avait vu, ce visage chiffonné et parfait qui avait rendu tout le reste secondaire en une seconde. À Junior dans l'embrasure de la porte de la chambre d'hôpital avec ses épaules qui tombaient. À Sandy dans le jardin, avec ce sourire de façade et ses yeux qui ne souriaient pas. À Naomi qui prenait les choses en main avec ce calme dévastateur. À sa mère qui lui apportait du thé sans poser de questions. Elle pensait à tout ça et elle ne ressentait plus la même chose qu'avant. La douleur était là, quelque part, mais elle avait changé de forme. Elle avait pris la forme de quelque chose qu'on porte plutôt que quelque chose qui vous écrase. Et il y avait une différence énorme entre les deux. Elle était encore là. Debout. Entière. Et ça, après tout ce qu'elle avait traversé, c'était immense. Voilà. C'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et si je dois être honnête avec vous maintenant, en tant que quelqu'un qui aime les histoires et qui pense que les histoires ont un pouvoir réel sur nos vies, voici ce que celle-ci m'a laissé. Ce qui me touche profondément dans le parcours de Lamia, c'est qu'elle n'est pas une héroïne au sens spectaculaire du terme. Elle ne prononce pas de discours mémorable. Elle ne se venge pas dans un éclat dramatique. Elle ne transforme pas sa douleur en arme. Ce qui la rend extraordinaire, c'est précisément sa façon de rester humaine dans des circonstances qui auraient justifié qu'elle perde pied complètement. Sa dignité n'est pas froide. Elle n'est pas calculée. C'est juste ce qu'elle est quand on enlève tout le reste. C'est son fondement. Et ça, on ne peut pas vous le prendre, même quand on vous pousse dans une piscine enceinte de 9 mois. Il y a aussi quelque chose dans la façon dont Lamia a choisi de traiter son fils comme une priorité absolue qui me touche. Elle aurait pu utiliser cet enfant comme instrument dans sa douleur. Elle aurait pu décider que Junior n'avait pas le droit d'être père parce qu'il avait échoué à être mari. Beaucoup de gens font ça. Et je ne les juge pas, parce que la trahison crée des douleurs qui peuvent amener à des décisions que la raison seule ne comprend pas toujours. Mais Lamia a fait cette distinction que j'admire profondément entre ce que Junior lui avait fait à elle et ce que Junior pouvait encore être pour leur fils. Cette distinction demande une maturité émotionnelle rare, surtout dans l'état dans lequel elle se trouvait. Junior est peut-être le personnage le plus universel de cette histoire. Pas parce que tout le monde trompe son partenaire, mais parce que beaucoup de gens connaissent ce moment où on est face à un choix difficile et où on choisit la facilité à la place du courage. Junior n'était pas un monstre. Il était un homme qui a manqué de l'honnêteté qu'une relation exige. Un homme qui aimait peut-être Lamia à sa façon mais qui n'avait pas la force de choisir clairement entre deux vies. Et c'est parfois ça le plus dévastateur dans les trahisons. Pas la cruauté, mais la lâcheté ordinaire. La facilité. L'incapacité à faire le travail difficile d'une conversation honnête au lieu de construire des mensonges par couches successives.